Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine, on va tenter de résumer tout ce qui s'est passé depuis le début de l'ouverture du marché des joueurs autonomes du côté de la NFL. On a l'impression que la grande majorité des joueurs ont changé d'équipe. Alors, je vous ai accompagné, comme la semaine dernière, par Marc-André Chaloux et Renaud Bourbonnais afin d'essayer de résumer toutes les transactions, les mises sous contrat qu'il y a eu du côté de la NFL lors des derniers jours. Alors, cet épisode des joueurs autonomes de la NFL du podcast Le Sac du Cœur commence à l'instant. Alors, messieurs, c'est vraiment pas les sujets qui nous manquent cette semaine. C'est vraiment incroyable tout ce qui s'est passé. Alors, Marc-André, ben, écoute, je vais te laisser nous guider, faire la circulation à travers nos conversations. On va essayer là, de résumer tout ce qui s'est passé du mieux qu'on peut. Là. On savait que ça mijotait, commençons par le commencement, on savait que ça mijotait du côté de Seattle lorsqu'on a vu, on en parlera plus tard, mais Geno Smith être échangé la semaine dernière aux Raiders. C'est donc Sam Darnold, le nouveau carrière des Seahawks de Seattle, a signé un contrat de 3 ans d'une valeur de 100,5 millions de dollars. Donc, Sam Darnold avec les Seahawks. La première question que je veux vous poser, je vais commencer par toi, Didier. Est-ce que Sam Darnold est un meilleur carrière que Geno Smith en 2025? Ça, c'est vraiment une bonne question parce que moi, j'aurais tendance à dire que non. Euh, Écoute, Darnold a connu vraiment une belle saison l'année dernière avec les Vikings. Ça s'est mal terminé. Mais moi, je suis un fan de Geno Smith. OK? Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je ne suis pas certain, après tous ces changements-là, que les Seahawks de Seattle sont une meilleure équipe. Et puis même Sam Darnold, c'est quel Sam Darnold qu'on va avoir? Parce qu'on l'a vu à la fin de la saison, lorsque la ligne attaque des Vikings a eu des ennuis à le protéger, ben là, il s'est complètement écroulé. Puis la ligne à attaque des Seahawks, messieurs, elle n'est pas bonne. En particulier, l'intérieur de la ligne à attaque de Seattle est mauvaise. En plus de ça, là, on a échangé DK Metcalf, on va en parler un peu plus tard. Là, tout ce qui reste, c'est Jackson Smith et Njigba. Le receveur numéro 2, au moment où on se parle, là, c'est Bobo, là, son prénom m'échappe. Mais Jake je crois pas Bobo. qu'il est... Jake Bobo, voilà. Ben, je ne sais pas Mhm. ce que vous en pensez, mais il ne faut pas me dire que les Seahawks de Seattle sont une équipe améliorée. Puis tout ça, pour répondre à ta question, non, je ne crois pas que Sam Darnold est un meilleur carrière que Geno Smith. Il est toutefois plus jeune. Ouais, j'ai un peu de difficulté à me positionner par rapport à cette signature-là aussi. Est-ce qu'on a un peu déshabillé Jacques pour habiller Jean là, du côté des Seahawks? Parce que bon, on va chercher un carrière. On sait que Geno Smith il restait seulement 1 an à son entente. Lui voulait renouveler, voulait une augmentation de salaire. Mais là, on change complètement de carrière et surtout, ben, tu l'as mentionné, mais plus de DK Metcalf, plus de Tyler Lockett non plus là, du côté de Seattle. On dirait qu'il y avait de beaux potentiels pour certaines équipes là, en faisant l'acquisition de Sam Darnold. Puis de voir finalement Seattle être l'équipe qui remporte le derby, on dirait que personnellement, ça me laisse un peu sur mon appétit. J'ai pas l'impression qu'on a une équipe améliorée. Puis j'ai pas l'impression non plus, je vais dire comme toi, que Geno Smith était nécessairement moins bon que Sam Darnold, surtout considérant qu'il connaissait l'organisation, qu'on savait ce qu'on faisait, et que Geno Smith, il n'a pas été mauvais là, au cours des dernières années, sans être un candidat là, au titre de Mhm. MVP, on peut dire qu'il jouait du bon football avec Seattle. On n'habille personne du côté de Seattle, on fait du naturisme, un peu Oui. pour suivre ton idée, du côté de Reno. Mais moi, je pense sincèrement que les Seahawks, on essaie de rebâtir quelque chose parce qu'on s'est rendu compte que les Seahawks de Seattle, c'est une bonne petite équipe de football, mais avec Geno Smith, avec DK Metcalf, on s'est rendu compte qu'on ne sera jamais une équipe élite ou qui aspire aux grands honneurs. On va être une équipe de 9-8, une équipe de 10-6 ou de 10-7. Mhm. Je veux dire, tu sais, je pense qu'on s'est rendu compte que ça nous prend quelque chose de plus. Il faut rebâtir quelque part pour accéder vraiment au niveau supérieur. Je pense que même dans cette division-là, je pense que les Seahawks ne sont pas la meilleure équipe de cette division-là. Donc, on est quand même pris dans le même carcan perpétuel d'être une équipe correcte sans plus. C'est comme le tofu. Là. C'est comme, c'est bon le tofu bien apprêté, mais je veux dire, c'est meilleur de la viande. Non, non, mais c'est ça, on n'est pas la Ben viande oui, je suis d'accord avec de toi. l'association nationale, si on peut dire ça comme ça. Mais tout ça pour dire que, puis je pense aussi que ça va dans la philosophie de l'équipe. On a congédié Ryan Grubb, le coordinateur offensif, Didier, puis je pense Mhm. qu'on va vouloir courir davantage avec Ken Walker, avec Charbonnet. Je pense que ces mouvements de personnel-là, ben, ça rentre dans cette nouvelle philosophie-là qu'on veut adopter.
Ouais, mais Walker, pour moi, c'est un des porteurs de ballon les plus talentueux de la NFL, mais il est souvent blessé. Ça, c'est un problème, donc on ne peut pas se fier sur lui. Mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit du côté des Sox de Seattle. Les Sox ont tout de même gagné 10 matchs l'année dernière. Tu sais, ils auraient pu participer aux éliminatoires avec une victoire de plus. Mais pour en revenir à Sam Darnold, il était dans une situation idéale au Minnesota, les gars. Premièrement, avec Kevin O'Connell, qui est un vrai gourou des carrières. Mais en plus de ça, il pouvait lancer le ballon à Justin Jefferson, qui est possiblement le meilleur receveur de passe de la NFL, avec Jamar Chase. Il y avait Jordan Addison également. Les Vikings étaient une bonne équipe. Là, qui va lancer le ballon à Seattle? Ça ne sera pas une meilleure situation. En tout cas, on va voir là, est-ce que les Seahawks vont repêcher des receveurs? Est-ce qu'ils vont faire une transaction? Le temps nous le dira. Mais je doute qu'il va miser sur un meilleur duo de receveurs de passe que celui qu'il avait au Minnesota avec Jefferson et Addison. Ouais, il va y avoir le repêchage pour adresser la situation du côté de Seattle, mais même là, on le sait, hein, il n'y a jamais de garantie. Faut que tu fasses les bonnes sélections et tu sors un gars comme DK Metcalf qui, même s'il performait sous les attentes pour la majorité des saisons depuis le début de sa carrière, reste quand même que c'était un joueur productif à qui tu savais que tu pouvais envoyer le ballon. Là, si tu rates ton coup avec un de tes choix au repêchage sur le gars que tu pensais insérer dans ta formation dès le début de l'année, je pense que les Seahawks vont trouver la saison longue. Dans la division, en plus, je pense qu'il y avait une certaine opportunité de remonter au classement au sens où ben, les Rams, Matthew Stafford prend un an de plus. Les 49ers, on va en parler tantôt, mais il y a beaucoup de joueurs qui ont quitté le navire. Les Cards de l'Arizona qui ne sont pas encore une puissance. Donc, je pense qu'il y avait une opportunité de prendre la balle au bon pour Seattle en vue de la prochaine saison. Puis là, présentement, moi, cette équipe-là m'inspire pas confiance. Si j'avais à faire une prédiction de gagnant dans la division en ce moment, je ne prendrais pas les Seahawks. Stats pour Sam Darnold dans les zones profondes l'année dernière. Il a été premier dans la NFL pour les verges avec 1023, pour les passes complétées avec 28 et pour les touchés dans les zones profondes avec 9. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et il a 27 ans. Geno Smith va en avoir 35 la saison prochaine. Donc, on se rajeunit à ce niveau-là du côté des Seahawks. Et évidemment, du côté des Vikings, maintenant, ça veut dire que c'est le début de l'ère J.J. McCarthy. En fait, tout porte à croire que ce sera le début de l'ère J.J. McCarthy. Ouais. Et avec le départ ou la non-signature de Sam Darnold, ben, on a pu faire de belles emplettes, de belles trouvailles du côté des Vikings. On a re-signé Aaron Jones, 2 ans, 20 millions de dollars, mais on est allé chercher des gars comme Baron Murphy, Jonathan Allen, j'ai bien aimé ça aussi. Et on a aussi solidifié notre ligne à l'attaque du côté des Vikings. Donc, on a fait vraiment de belles acquisitions, Didier, au Minnesota. Oui, solidifier la ligne à l'attaque. Je crois que ça devait être une priorité du côté des Vikings du Minnesota. On l'a vu à la fin de la saison, cette ligne-là a eu beaucoup d'ennuis. On a signé le garde Will Fries, également Ryan Kelly. Alors, l'intérieur de la ligne à l'attaque, là, pour J.J. McCarthy, ben là, ça devrait être beaucoup plus solide que ce ne l'était l'année dernière. Alors, à jumeler au receveur de passe qu'on a en Jefferson et Addison, la ligne à l'attaque améliorée. Donc, on vient de créer un bel environnement pour J.J. McCarthy, qu'on anticipe tous, qui sera le carrière partant des Vikings du Minnesota. On ramène Aaron Jones, un vétéran dans le champ arrière. Puis la ligne défensive des Vikings, bien sûr, elle va être terrifiante. Là. On a ajouté Jonathan Allen qui joue encore du bon football. Javon Hargrave, bon, moi, il m'avait déçu lors des dernières années, mais quand même, on a déjà une bonne ligne de défensive. Alors, quand je regarde ça, les Vikings, malgré la soustraction de Sam Darnold, ben, ils ont l'air d'être une équipe améliorée comparativement aux Seahawks de Seattle, avec l'argent qu'on a pu épargner en donnant pas une prolongation de contrat à Darnold, et puis qu'on a redistribué cet argent-là pour se re-signer des joueurs, pour signer des joueurs autonomes. Alors, j'aime ce que les Vikings ont accompli parce que moi, vous le savez, je le dis tout le temps, là, la fondation d'une équipe de football, ça commence avec les tranchées. Là, on s'est amélioré autant au niveau de la ligne à attaque que de la ligne défensive. Là, ça va être à McCarthy, tout de livrer la marchandise. Ouais, je leur souhaite que Aaron Jones ait encore une belle saison dans le corps. Là. On a décidé de renouveler son contrat. Moi, déjà l'an dernier, Aaron Jones m'avait épaté. Je pensais qu'il était sur la pente descendante, pardon, qu'il allait s'écrouler. Finalement, il avait offert vraiment du bon football aux Vikings. J'ai hâte de voir la charge de travail qu'on va lui donner. Et sinon, vraiment, l'intérieur de la ligne défensive. Écoute, Jonathan Allen, comme tu dis, donnait du bon football encore à Washington depuis quelques saisons. Donnait pas de signe de ralentissement malgré l'âge qu'il avait. C'est Javon Hargrave, même si son passage avec les 49ers a été, selon moi, un échec. Là, il a été parsemé par des blessures notamment.
ben ça reste qu'on ne l'a pas signé au prix que les 49ers l'avaient signé il y a 2 ans. Rappelez-vous, ça avait Ouais. été l'agent libre là, le plus en demande du marché des joueurs autonomes il y a 2 saisons. Ben, cette fois-ci, on réussit à le mettre à un prix moindre sous contrat. Moi, je pense qu'il va offrir des bons services aux Vikings. Puis on le sait, Brian Flores a fait du très bon travail avec cette défense-là l'an dernier. On aime beaucoup blitzer du côté des Vikings, donc ça aide évidemment les joueurs de ligne défensive à créer de la pénétration. Mais avec des tranchées comme ça, avec ce qu'on a vu l'an dernier des Vikings, et sans nécessairement mis à part Sam Darnold, bien sûr, mais dont on a déjà un remplaçant, je vois pas nécessairement de perte qui devrait faire mal à long terme là, aux Vikings, ou au moins durant la saison, sur la saison de 18 semaines. Donc, bon travail pour moi au Minnesota. Je vois une équipe améliorée également. Didier, à la lumière de ces changements-là, de ces additions-là, est-ce que les Vikings vont pouvoir chauffer les Lions, tu penses, dans le nord de la nationale? Bonne question. Tout va dépendre de J.J. McCarthy. J.J. McCarthy, bon, puis on Ouais. sait que les Lions, on a pillé le groupe d'entraîneurs de Dan Campbell. Là, on repart à neuf avec un nouveau groupe d'entraîneurs. Donc, ça aussi, ça va être quelque chose à surveiller du côté des Lions de Détroit. Mais J.J. McCarthy va être la clé. Parce que quand tu regardes les Vikings du Minnesota, ils étaient une bonne équipe l'année dernière. Je pense qu'ils sont améliorés, mis à part la position carrière où il y a un gros point d'interrogation. McCarthy avait bien paru lors des matchs préparatoires avant de se blesser un genou. Donc, on va voir. Bon, il n'a pas joué l'année dernière, mais au moins, il participait aux réunions, il était dans l'entourage de l'équipe. Ça va être sa première saison, mais il ne sera pas véritablement une recrue. Mais pour répondre à ta question, tout va dépendre de J.J. McCarthy. Parce que les morceaux sont là autour de lui, puis on n'a même pas eu le repêchage encore. Donc, ça va être une autre opportunité d'ajouter des joueurs de talent à la formation du Minnesota. S'il y a quelqu'un à qui je ferais confiance pour développer un jeune carrière, c'est Kevin O'Connell. Donc, je vais leur donner le bénéfice du doute. Je pense que les Lions vont peut-être avoir, sans dire une mauvaise saison, une période d'ajustement en début de saison. Ça pourrait ouvrir la porte justement là, aux Vikings de les chauffer au classement. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, hein, ça s'est joué à la semaine 18 entre ces deux équipes-là. Donc, tout est possible Mhm. selon moi. Et un autre facteur qu'on oublie peut-être avec les Vikings, c'est que l'an dernier, en début de saison, il n'y a pas juste McCarthy qui s'était blessé au camp d'entraînement. Les demi-défensifs aussi tombaient comme des mouches durant le camp. Là, on va récupérer un peu tout le monde. Beaucoup de choix au repêchage de l'an dernier qui justement, n'ont pas disputé la saison parce qu'ils étaient blessés. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des découvertes là-dedans au camp d'entraînement? À suivre. Mais reste que pour les Vikings, ouais, c'est un alignement qui, si on compare avec celui de l'an dernier, puis j'ai envie de dire à même date, parce qu'à même date, on savait pas que Sam Darnold là, aurait une aussi belle saison. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une meilleure équipe. Et j'imagine qu'on va ajouter un porteur de ballon également au repêchage à développer et à seconder derrière Ouais. Aaron Jones, qui est souvent blessé, parce que Ty Chandler n'a pas été vraiment la solution l'année dernière, finalement. On en a Mhm. esquissé tantôt le sujet. Geno Smith, en fait, lorsque les Seahawks ont choisi Sam Darnold, ben, ils ont mis Geno Smith dans l'enveloppe pour qu'il quitte l'aventure et s'est en allé avec les Raiders contre un choix de troisième tour. Geno Smith avec les Raiders, messieurs, il retrouve Pete Carroll, son entraîneur-chef avec les Seahawks de Seattle. Ouais, l'homme qui a relancé la carrière de Geno Smith. Hein? On avait complètement Mhm. oublié Geno Smith pendant quoi, environ 5-6 saisons. Il était carrière Ouais. réserviste. On y pensait plus. Là, lorsqu'on a échangé Russell Wilson, souvenez-vous, on se disait, ben, qui va être la carrière des Seahawks? Puis Pete Carroll, lui, lors de son point de presse, il avait dit, ça va être Geno Smith. Il est apprécié dans le vestiaire, il est travaillant. Là, tout le monde se regardait comme, voyons donc, est-ce qu'il est sérieux? Geno Smith a connu une belle saison, puis il est devenu un carrière partant solide. Est-ce qu'il est parfait? Non, naturellement, mais il est un bon carrière. Alors, pour les Raiders, là, ça va amener de la stabilité à la position la plus importante. Je suis curieux, je me demande est-ce que les Raiders vont quand même être tentés de repêcher un carrière afin de le garder en titre de réservé, c'est qu'il apprenne derrière Geno Smith. Parce que comme tu l'as dit, Geno Smith va avoir 35 ans. Il ne faut pas oublier que Tom Brady fait partie de l'organisation maintenant des Raiders. Et puis Brady, messieurs, lorsque vous écoutez ses commentaires durant les entrevues ou même lorsqu'il il est à l'analyse des rencontres, lui, sa philosophie pour lui, c'est que les carrières, les jeunes carrières devraient passer du temps sur les lignes de côté, apprendre de Mhm. vétérans carrières. Alors peut-être que c'est ça qu'on tente de mettre sur pied du côté de Vegas, mais clairement, on est amélioré. Là. Renaud, toi et moi, lorsqu'on est à la description du NFL Red Zone, à 16h, souvent les Raiders jouent lorsqu'ils jouent à domicile. Ouais. Ils sont là dans des matchs de 16h, 16h25.
Là, au moins, on aurait pu à regarder Aiden O'Connell. Toi et moi, on n'était plus capable de voir Aiden O'Connell, Garner Minshew. Au moins, on a une carrière professionnelle maintenant du côté des Raiders. Mais là, il va falloir améliorer le reste de la formation, bien sûr. Ouais, exact. Ça reste que les Raiders sont pas une excellente formation pour l'instant. Et comme toi, moi, j'espère que les Raiders vont se pencher vers un jeune carrière à développer au repêchage parce que sinon, ben, qu'est-ce qu'on fait en ce moment du côté de Vegas? Parce qu'on on deviendra pas une grande équipe nécessairement avec Geno Smith. On le voit comme un carrière de transition. Si on développe pas personne derrière, j'ai pas vraiment l'impression que cette équipe-là peut espérer au cours des 2 prochaines années participer aux éliminatoires avec Geno Smith. Pete Carroll, bon, oui, il a accepté le rôle d'entraîneur-chef, mais c'est l'entraîneur le plus âgé de la NFL. Il ne sera pas là éternellement. Est-ce qu'on parle aussi d'une transition du côté de Vegas? C'est ça un peu qui me laisse perplexe. J'ai hâte de voir le repêchage et la suite du magasinage de cette équipe-là pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire dans le futur, parce que clairement, si le réel but des Raiders, c'est de se relancer dès l'an prochain pour essayer d'être compétitif, j'ai l'impression qu'on va se planter en plein visage. Si on a amené ce groupe-là, le groupe de Geno Smith, le groupe de Pete Carroll, pour faire une transition vers le futur, et ce que je crois que les Raiders font justement avec Tom Brady, là, on parle d'une bonne nouvelle, mais la suite des actions de cette équipe-là va nous en dire beaucoup sur leurs réelles intentions. Ce que ça me dit, c'est que probablement que les Raiders ne repêcheront pas de carrière en 6. On a décidé que c'était pas notre quart d'avenir qui va se trouver. Là, je les vois peut-être aussi mettre un carrière peut-être lors de la deuxième journée, mais quand même. Je voulais revenir à Geno Smith. On a Ouais. dit entre les branches, qu'il voulait qu'il cherchait un contrat, une prolongation de 45 millions de dollars. Finalement, les Seahawks ont décidé de donner grosso modo cet argent-là à Sam Darnold. Et Geno Smith, Ouais. Didier, j'ai des stats intéressantes pour vous. En 50 matchs avec les Seahawks, lors de 14 départs à l'intérieur, donc dans un dôme, tous les départs étaient sur la route, évidemment. 30 passes de toucher, 5 interceptions. Et lors de ces 36 départs, dont 25 à domicile lorsqu'il jouait à l'extérieur, 43 passes de toucher et 31 interceptions. Donc, ce que je suis en train de vous Ouf! dire, c'est que Geno Smith va probablement conduire les Raiders au Super Bowl la saison prochaine. Rien de moins, rien de moins. Ok, tu peux mettre ta prochaine paye là, là-dessus. Ouais. Mais je pense pour les Raiders, c'est une question de. Parce qu'ils étaient une mauvaise équipe, une des pires formations de la NFL. Mais c'est rare qu'on voit une équipe faire un gros bond comme les Commanders de Washington l'ont fait l'année dernière, en passant d'être une des pires formations de la NFL à un an plus tard à être seulement à une victoire de participer au Super Bowl. Donc, je pense pour les Raiders, c'est de sortir de la médiocrité et de devenir au moins une équipe moyenne, une équipe plus compétitive qu'elle ne l'a été lors des dernières années, je pense, en particulier lors de la saison dernière. Je pense que c'est plutôt ça l'objectif des Raiders cette année. Puis je crois vraiment que l'acquisition de Geno Smith, ben, c'est un pas dans la bonne direction. Maintenant, on va voir de quoi va avoir l'air le reste de la saison morte du côté de Vegas. Ouais, tout à fait d'accord avec ce que tu viens de mentionner, mais je le répète, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on est vraiment loin d'un produit fini du côté de Vegas. Bon, j'ai hâte de voir ce que Brock Bowers va pouvoir faire avec un vrai corps arrière. On s'entend, là, il a été ultra productif avec Aiden O'Connell et compagnie l'an dernier. Donc, c'est sûr qu'il y a déjà quelque chose à travailler là. Oui, il va avoir quelques cibles à qui lancer le ballon, mais règle générale, c'est un alignement, là, si on le prend de A à Z, attaque et défense. C'est un alignement qui est vraiment, vraiment faible là, du côté de Vegas. Les Mais Renaud, on Raiders, on aurait a pu toujours. avoir Aiden O'Connell au NFL Red Zone. Oui, Juste ça t'apporte pas de la joie, parce que moi, oui, ça non. m'en donne. Oui, Je suis plus oui. capable. Il, Je suis plus il sauve capable. mes fins d'après-midi le dimanche, là, ça c'est sûr. Ouais. On a toujours pas de porteur de ballon du côté des Raiders. Ça sent Ashton Genty, ça, messieurs, au repêchage. On a décidé. C'est On a possible. dit aux autres formations que Zamir White était disponible, mais je pense qu'il va se retrouver chez Ouais, ben, Renaissance. Zamir White. Oui, oui. Au cours des. Est-ce que tu le prendrais, toi, Zamir White, dans ton Mais équipe? c'est ça, je te dis. Il est C'est ça, je te disponible. dis. Ah ouais, OK. Village des valeurs. J'ai envie de conclure avec les Seahawks et vous parler de DK Metcalf qui a été échangé aux Steelers contre un choix de deuxième ronde. Je partage un peu l'avis de Renaud là-dessus. DK Metcalf, on pense que c'est un bon receveur de passe, mais 66 réceptions seulement lors des 2 dernières saisons. Sa dernière Mhm. saison de plus au moins 10 touchés, mais ça remonte à 2021. 5 ans, 150 millions. Puis c'est drôle parce que ce qu'on se souvient de DK Metcalf, là, c'est sa poursuite envers Buda Baker. C'est le jeu de la carrière de DK Metcalf. C'est même pas un jeu à l'attaque.
c'est un jeu, disons, défensif. Donc, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on vient de solutionner, Didier, le problème à la position de receveur du côté des Seahawks en faisant l'acquisition et en signant DK Metcalf à long terme? Tu veux dire du côté des Steelers, ouais. Ouais, Euh, j'ai dit Seahawks, écoute, Steelers. ouais, Ouais. du côté des Steelers, ouais. Ouais, c'est une bonne question parce que moi, mon premier réflexe, lorsque j'ai appris la transaction, j'étais comme, Seigneur, on va miser sur DK Metcalf et George Pickens au sein de la même équipe. Parce que combien de fois on voit DK Metcalf être frustré durant les matchs, se tirailler avec les demi-coins qui courent, écoper de pénalités stupides qui mettaient dans l'embarras l'attaque des Seahawks de Seattle. Tu sais, peut-être que c'est une de ces raisons-là qui a fait en sorte que du côté des Seahawks, on n'a pas hésité à se départir de DK Metcalf, en plus qu'il voulait un niveau contrat. Ce duo-là, là, ça va donner des mots de tête, il me semble, à Mike Tomlin. Mais sur papier, il est exactement le genre de receveur qu'on avait besoin, ben, en fait, qu'on avait besoin à Pittsburgh, que n'importe quelle équipe aimerait avoir, tu sais, avec son physique impressionnant, à quel point il est rapide. Mais DK Metcalf est plus talentueux qu'il est un bon joueur d'une certaine façon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Parce Mhm. que, comme tu l'as dit, l'année dernière, c'est quoi? C'est seulement 992 verges par la passe. Et Geno Smith est un bon carrière. Avec tout le talent qu'il a, Metcalf, il devrait au moins là, atteindre la marque des 1000 verges. Je veux dire qu'il manquait juste 8 verges là, pour atteindre la marque des 1000 verges. Mais quand même, ça a été quoi? Seulement 5-6 touchés l'année dernière. Il est trop talentueux. Il y a combien de matchs qu'on le voit, qu'on l'a vu, en particulier lors des 2 dernières saisons, où il se traînait les pieds, là, en plus des copies de mauvaises pénalités. Puis là, il n'a même pas de carrière. Au moment où on se parle, d'ailleurs, pendant que Renaud va me donner son point de vue là-dessus, je vais aller sur mon ordinateur pour voir ce qu'Aaron Rodgers a joint les Steelers de Pittsburgh. Mais en tout cas, on va voir. Parce que pour l'instant, il n'y a même pas de carrière à Pittsburgh. Donc, c'est pas encore fini du côté des Steelers. Mais pour moi, euh, ça amène beaucoup de questions. Je ne sais pas ce que tu en penses, Renaud, mais ça m'amène beaucoup de questions, l'arrivée de DK Metcalf à Pittsburgh, en raison de son attitude notamment. Ouais, ouais, ben je crois qu'il a bien fait de signer le contrat de 5 ans, 150 millions qui a été présenté dès le début parce que à voir qui va lui passer le ballon la saison prochaine, c'est-à-dire je sais pas encore qui. Je suis pas sûr que la valeur de DK Metcalf aurait augmenté en vue de la prochaine saison, surtout que, comme tu viens de dire, ben, il jouait avec Geno Smith et par avant, il jouait avec Russell Wilson, donc qui étaient des bons carrières à ce moment-là avec les Seahawks de Seattle. Au moment de la transaction, moi j'étais heureux pour les Steelers. Je me suis dit, bon, ils ont mis DK Metcalf, ils fait l'acquisition de DK Metcalf. Ils pourraient signer Sam Darnold comme joueur autonome également. Repêcher un bon porteur de ballon, comme on en parlait la semaine dernière, parce qu'il y a beaucoup de profondeur dans le repêchage. Et là, on aurait vraiment une attaque revampée du côté de Pittsburgh. Jumelle ça à leur défense qui est dominante année après année. On aurait vraiment eu une équipe dangereuse. Et là, présentement, ben, on a vu Darnold a signé du côté de Seattle. Et là, les options sont vraiment limitées au poste de carrière. Les Steelers n'ont pas nécessairement un choix au repêchage pour faire pour repêcher un des bons carrières de la prochaine classe. Ils n'ont pas non plus d'options sur le marché des joueurs autonomes. Puis là, tu nous parles d'Aaron Rodgers. Puis moi, depuis la mi-saison, je te dirais, je me dis, ben non, Aaron Rodgers, personne ne va vouloir le signer. Et à ce jour, j'aimerais pas qu'il soit la solution pour mon équipe, mais force est d'admettre qu'on regarde les carrières disponibles. Il n'y a pas vraiment de choix pour les Steelers là, en ce moment si on veut avoir une grosse année l'an prochain. Et là, les années passent, notre défensive vieillit tranquillement, les joueurs vont coûter cher. Mhm. Donc, je suis pas inspiré du tout par ce qui se passe du côté de Pittsburgh. Je pense vraiment qu'on est la fameuse équipe, à chaque année, il y en a une qu'on dit qui serait bonne si elle avait un corps arrière. Les Steelers, en ce moment, c'est cette équipe-là. S'ils avaient un corps arrière, ne serait-ce que potable, automatiquement, je les placerais en éliminatoire. Et même s'ils trouvent le moyen pratiquement à chaque année de participer aux éliminatoires, en ce moment, je crois avoir mes raisons d'avoir des doutes là, pour Pittsburgh. Les meilleures saisons de DK Metcalf, c'était avec quel corps arrière? Russell Wilson, il est toujours disponible. Moi, je pense que ça demeure une option Ouais. très plausible du côté des Steelers, malheureusement. Ben, c'est vrai, Euh, mais non, mais t'as raison, oui, Marc-André, parce que, écoute, supposons, là, puisqu'apparemment, le choix d'Aaron Rodgers présentement, c'est Pittsburgh ou les Giants. Bon, pour moi, j'irais immédiatement à Ah Pittsburgh, là, je oui. me casserais pas la tête avec ça. Mais si jamais, là, c'est pas Aaron Rodgers, là, on n'a peut-être pas le choix de ramener Russell Wilson, mais il semblerait, Mhm. d'après ce que j'ai lu, au sein de l'organisation des Steelers,
on souhaite ne pas avoir à miser sur Russell Wilson. Il y a des choses qui ont pas plu aux Steelers lors de la dernière saison, en particulier à la fin du calendrier. Souvenez-vous comment Russell Wilson a ralenti. Mais on en avait parlé lors des dernières semaines au podcast qu'avec ce jeu de la chaise musicale à la position de carrière, il y a des équipes là, qui vont se retrouver les mains vides. Là, est-ce que ça va être les Steelers? Est-ce que ça va être les Giants? Ça reste à voir. Mais du côté de Pittsburgh, imaginez-vous, là, si on ne mise pas sur un bon carrière, du moins un bon carrière. Je ne crois pas qu'Aaron Rodgers est toujours un bon carrière, mais au moins, ça serait la meilleure solution, comme Renaud vient de dire. C'est les restants. Là. Regarde la position carrière, c'est ça qui reste. Mais imaginez-vous, là, si on n'a pas un bon carrière, là, tu es prêt avec George Pickens et DK Metcalf, pauvre Mike Tomlin. Parce que ces deux joueurs-là sont certainement pas heureux. Non, absolument pas. Tu as raison de le mentionner. Puis avec tout ce qui s'est passé du côté des Giants de New York, personnellement, je vais te le dire, si j'étais Aaron Rodgers ou si j'étais probablement n'importe quel joueur ou n'importe quelle carrière, j'éviterais les Giants de New York en ce moment parce que, bon, oui, c'est le fun de lancer le ballon à Malik Neighbors, mais tu vas passer les semaines et les mois et la saison au grand complet à te sauver des joueurs de ligne défensive adverse. Puis un Aaron Rodgers, par Ouais, exemple, j'aurais peur pour son état de santé là, s'il joue avec les Giants la saison prochaine. non, je suis bien Je sais que d'accord. Didier, je sais que Didier, tu trouves que mon idée de Russell Wilson, ça peut peut-être être farfelu avec les Steelers. Mais une autre idée que j'avais Non, moi, je farfelue trouve pas. Ça peut arriver. la semaine dernière, une autre idée farfelue que j'avais la semaine dernière, c'est de voir Justin Bon, Fields. ça y est. Check le lien, là. De voir Justin Fields avec les Jets de New York, et puis ça s'est concrétisé. 2 ans, 40 millions, donc 30 millions de garanties avec les Jets de New York. Mhm. Ça aussi, ça me fait dire que les Jets ont décidé que le carrière d'avenir n'était pas dans ce repêchage-ci. Et évidemment, ce qui est sur toutes les lèvres en ce moment, depuis que Justin Fields est un membre des Jets, c'est qu'il retrouve son chum Garrett Wilson, avec qui il a fait le pluie et le beau temps à Ohio State. Didier, Justin Fields avec les Jets, comment ça va se passer, cette association-là? Écoute, t'as jinxé Justin Fields. Parce que il n'y a aucun carrière connaît du succès avec les Jets. Là, tu viens de ruiner sa carrière. Je souhaitais personnellement ne pas le voir se retrouver avec les Jets. Puis là, il est là. Mais je ne suis pas certain que ça veut dire que les Jets ne vont pas tenter de repêcher un carrière parce que le contrat est juste de 2 ans, Justin Fields. Donc, clairement, du côté des Jets, on n'est pas vendu à l'idée qu'il peut être notre carrière pour les 6, 7, 8 prochaines années. Euh, Justin Fields est limité comme passeur, les gars. Parce que là, écoutez, il est rendu à quoi? Il joue pour les Bears, pour les Steelers, là, les Jets. Il en est déjà à sa troisième équipe. Les Steelers ont grandement besoin de carrière. S'il est un assez bon passeur, ben, on l'aurait re-signé. Ça nous indique clairement là, déjà deux équipes qui ont lancé la serviette dans son cas. Bon, les Bears n'avaient vraiment pas aidé, il n'était pas bien entouré. Mais ça pour dire, il est limité en tant que passeur, Justin Fields. Je pense pas que ça va s'améliorer. Il est qui il est, très explosif. On le voit ici en mesure de tourner le coin, d'aller chercher un premier essai avec ses jambes. Il est réussi des jeux spectaculaires, mais en tant que passeur, il n'est pas assez constant. Alors, je lui souhaite bonne chance avec l'organisation des Jets. Habituellement, c'est là, les Jets, ben, c'est là que les carrières vont pour la fin de leur carrière. Après ça, ils ne sont plus les mêmes, ça ne va pas bien. Alors, on va voir ce qui va arriver pour lui. Je lui souhaite bonne chance. Ouais, écoute, non seulement est-ce que les Steelers ont décidé de ne pas re-signer Justin Fields, mais à partir de la semaine 7 l'an dernier, il était sur le banc, puis à part quelques jeux ici et là, malgré les difficultés de Russell Wilson en fin de saison, ça n'a jamais été une option soulevée de procéder à un changement de carrière, de ramener Justin Fields Mhm. comme le partant. Du côté de New York, bon, c'est ce que ça va donner des jeux spectaculaires à l'occasion? Peut-être. Mais j'ai l'impression qu'aussitôt que cette équipe-là va tirer de l'arrière par 2 possessions dans un match, ça va être terminé. Comme tu as mentionné, Justin Fields, beaucoup de lacunes comme passeur. Puis quand le jeu de passe devient évident là, dans n'importe laquelle des attaques dans laquelle il a joué ou il va jouer, ça va devenir une situation extrêmement difficile pour son équipe. Puis bon, un carrière qui peut pas passer le ballon quand son équipe tire de l'arrière, pour moi, c'est pas un Mhm. carrière qui est de calibre pour être un partant ou du moins pour être un partant d'une équipe compétitive. Donc, les Jets sont les Jets, hein, et ils vont continuer de l'être la Oui. saison prochaine. J'ai foi en Aaron Glenn, moi, les gars. Jusqu'à temps que j'aie plus foi en Aaron Glenn. Puis je pense qu'on a fait des additions dernièrement, ben, lors de la période de joueur autonome en défense pour vraiment solidifier la défense. Je pense qu'on va vouloir avoir encore là une excellente défensive avec un entraîneur-chef avec un style défensif qui est un ancien coordinateur défensif. Mais je pense que
Avec une bonne défense, on a quand même des éléments en place en attaque. Brees Hall a connu vraiment une saison désastreuse, si vous voulez mon avis, mais quand même, Mhm. il demeure un porteur de ballon avec un certain potentiel, même un excellent potentiel. Je pense sincèrement que Justin Fields peut peut-être juste être le carrière qui peut juste en faire assez pour que les Jets puissent à tout le moins aspirer à une présence en éliminatoire. Ouf! Oui, c'est pas, non, mais c'est pas fou, qu'est-ce que tu dis. C'est vrai que les Jets, bon, ça a été une saison désastreuse l'année dernière, mais il y a du talent en défense. Puis là, c'est que tu mets sur deux bons porteurs de ballon. Là, également, il ne faut pas oublier Brendan Allen, qui était une Mhm. recrue Mhm. l'année dernière, en plus de Brees Hall. Là, tu ajoutes Justin Fields dans le champ arrière. On sait que lorsque tu mets sur un carrière qui est mobile, qui est aussi explosif que Fields avec ses jambes, ben, ça crée des opportunités pour les porteurs de ballon aussi. Donc, Aaron Glenn, ancien coordinateur en défense. Qu'est-ce qu'on sait généralement des anciens coordinateurs en défense qui sont des entraîneurs-chefs? Ils aiment miser sur le jeu au sol. Là, finalement, c'est comme si tu as trois bons porteurs de ballon dans le champ arrière avec l'arrivée de Justin Fields. Donc, ouais, utiliser le jeu au sol et miser sur une bonne défense qui, en théorie, pourrait être solide. Je pense que ça va être ça le plan de match d'Aaron Glenn à sa première année à la barre de l'équipe. Tu contrôles le temps de possession, tu limites les possessions de l'équipe adverse, tu crées des revirements. Ça peut être une recette qui pourrait donner un certain succès aux Jets, mais comme Renaud l'a si bien dit, lorsque tu arrives en situation évidente de passe, troisième et long, ton carrière doit faire des jeux avec son bras. Et depuis le début de sa carrière, en situation évidente de passe, Justin Fields nous a montré plusieurs fois qu'il était incapable de livrer la marchandise, mais cette recette-là pourrait permettre aux Jets peut-être de gagner 8-9 matchs. Et puis, bon, je crois que ça serait pratiquement un succès là, à New York là, si on peut aller chercher 9 victoires. Ouais, ça va prendre du jeu défensif impeccable là, si les Jets veulent être Mm. un minimum compétitif cette saison, selon moi. Ce que je veux dire pour tout ça, c'est on s'en reparle à l'Halloween. Je pense qu'à l'Halloween, on va avoir beaucoup de réponses sur les Jets, puis on va déjà être prêt à passer à 2026. Et si je mets mon chapeau fantasy 30 secondes, les gens qui pensent que Garrett Ouais. Wilson, sa valeur vient de diminuer. DJ Moore, à sa première saison avec Justin Fields au poste de carrière, 96 catchs, 1364 verges et 8 touchés. Donc, je pense que Garrett Wilson va être bien correct, messieurs. DK Metcalf a dévoilé vouloir aller jouer où ce qu'il fait chaud au football. Il a décidé de signer à Pittsburgh. Il y en a un qui était meilleur en géo. C'était Devante Adams. Lui aussi, il voulait aller jouer où ce qui fait chaud. Il a décidé d'aller jouer avec les Rams de Los Angeles. Lui, il a compris. Pittsburgh, on va voir DK que c'est pas mal plus prête, comme on dit. Donc, Devante Adams, 2 ans, 46 millions de dollars avec les Rams, Didier. Finalement, on a décidé de remplacer Cooper Kupp essentiellement par Devante Adams. C'est une bonne décision. Oui, parce que Cooper Cup et Puka Nakua avaient des styles vraiment similaires. Hein. C'est pratiquement un copier-coller que Nakua est de Cooper Cup. Toutefois, il est plus jeune. Alors là, on va chercher un receveur qui a un style différent et qui n'est pas aussi fragile que Cooper Cup. Ce Cup rate des matchs année après année. Puis quand tu regardes ça, Renaud, je sais qu'on s'en est déjà parlé, tu vois, comprendre du recul. Mhm. Cup a connu une saison. Historiquement, ça a été une des meilleures saisons de l'histoire de la Ouais. NFL à la position de receveur. Mais après, mis à part ça, souvent blessé, il est un bon joueur de football. Mais je pense qu'on a pris le pari, on s'est dit, écoute, Devante Adams, oui, il est vieillissant, mais au moins, il ne rate pas de match. Il est moins fragile que Cooper Cup et il a un style différent. Alors, ça complète mieux l'attaque des Rams, je crois. Alors, je crois que c'est ça, la philosophie du côté de Los Angeles. Ouais, puis ça fait combien d'années que Devante Adams, en fait, depuis qu'il a quitté les Packers, où il se plaint, bon, avec les Raiders, de comment on l'utilisait, de où on lui envoyait le ballon, de la quantité de ballons qu'on lui envoyait, de la qualité des carrières avec qui il a joué. Bon, pour une partie de son séjour avec les Raiders, je peux pas le blâmer, il jouait vraiment avec des carrières ordinaires. Les Aiden O'Connell, les Jimmy Garoppolo de ce monde, d'ailleurs, ils vont être réunis à Los Angeles. Euh, mais, Ouf! euh, mais Davante Adams qui a dit lui-même en entrevue après des matchs ou l'an dernier là, dans la série receveur, qui calculait son propre héritage de par ses performances, pas nécessairement juste par les victoires de son équipe. Bon, oui, ça pourrait faire sourciller certains à l'occasion. Par contre, une chose est sûre, c'est que ce gars-là n'a pas l'intention de jouer les dernières années de sa carrière dans un rôle de second plan. Puis je pense que c'est un gars qui est encore capable de manger beaucoup de ballons dans un match, considérant qu'il est pas tout seul non plus comme receveur, étant donné que Pukonakwa est aussi, on a un bon jeu au sol dans l'attaque des Rams. Je mets ça avec le retour de Matthew Stafford à Los Angeles.
moi, je trouve que c'est un bon fit. Puis tout à l'heure, je disais que je parierais pas sur les Seahawks pour gagner la division, mais si j'avais un choix à faire dans cette division ouest là, de la nationale en ce moment, j'irais avec les Rams. Et c'est la même chose Ouais, les pour toi, Rams, c'était une Didier? victoire du Super Bowl, faut pas oublier ça. Ouais. Ouais, ben là, le visage des Rams change. Non, je suis d'accord avec Renaud là-dessus. Je suis d'accord avec Renaud. Il reste le repêchage, encore une fois. Puis il y a une chose qu'on sait de Leslie, le DG des Rams. Il s'est repêché. Là. À tous les ans, il Ouais. trouve des joueurs. Puis même lorsqu'on n'avait pas de choix de première ronde pendant je ne sais pas combien d'années, malgré tout, Mhm. il était en mesure de trouver des joueurs d'impact. Ben, pourquoi nous quoi? Choix de cinquième ronde. Karen Williams, je crois, choix de cinquième ronde aussi, quatrième ronde. Bref, Ouais. on est capable de trouver des excellents joueurs tard au repêchage du côté de Leslie. Ça, c'est vraiment une de ses forces. Messieurs, Myles Garrett a pilé sur ses principes finalement pour l'argent. Il a signé un contrat de 4 ans, 160 millions de dollars, 123,5 millions de dollars garantis. C'est le joueur le mieux payé de l'histoire si on exclut les carrières. Et notre ami Régis, le fan numéro 1 du podcast, avait une question à ce sujet. On l'écoute, messieurs. Bonjour Didier et toute l'équipe du Sac du Corps. Donc, ça faisait un petit bout que je n'ai pas envoyé de questions, bien que je vous suivais religieusement. Donc, pour me rattraper aujourd'hui, j'ai 2 questions pour vous autres. Donc, la première concerne le fameux contrat le plus gros de l'histoire accordé à un joueur qui est non un QB. Est-ce que ça, c'est une question seulement un fame créé par les médias ou c'est vraiment important pour les joueurs? Bon, l'argent est toujours important, mais on s'entend que ça m'amène à ma deuxième question. Qu'est-ce qui est le plus important? Avoir le plus gros contrat de l'histoire ou gagner un Super Bowl aussi? Parce que là, à un moment donné, on ne pourront pas faire les deux. Le contrat signé par Myles Garrett, ça laisse quoi là, après ça sur le cap salarial? Si Micah Parsons il signe un contrat similaire à Myles avec Dak, je veux dire, 2 joueurs vont accaparer 100 millions sur le cap salarial. Tu sais, c'est énorme, je trouve. Puis j'ai l'impression que là, est-ce que ça va être gérable? Tu sais, les Patriotes, dans les années passées, tout le monde se serrait la ceinture pour gagner. Je crois que les Chiefs font un peu la même affaire à Kansas City. Donc, est-ce que vous voyez là, à l'équipe du Sac du Corps ça compatible à être le joueur le mieux payé hors corps arrière et pouvoir gagner des Super Bowls? Dans le fond, j'avais 3 questions. Merci Merci beaucoup, beaucoup, Régis. Régis. Oui. Là, Régis, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu. Il a eu le temps de se laisser pousser un molette. Vous avez vu ça? Mais Régis, écoute, tes questions sont toujours appréciées. C'est toujours des bonnes questions. Puis, ouais, effectivement, Myles Garrett a clairement choisi l'argent. Parce que Cleveland s'en va nulle part. Écoute, présentement, au moment où on se parle, le carrière partant des Browns, ça va être Kenny Pickett. On va voir. C'est certainement pas son arrivée à Champion du Cleveland Super qui fait en Bowl, je sorte tiens à vous qu'on le dire. oui, c'est vrai, c'était carrière Ouais. réserviste. Mais bon, ça va peut-être pas empêcher les Browns de repêcher une autre carrière. Je peux pas blâmer un joueur d'accepter de signer un contrat comme celui de Myles Garrett, même si ça veut dire qu'il reste à Cleveland. Parce que, regardez, professionnellement, là, si on a l'occasion d'avoir une augmentation de salaire, on va la prendre. C'est pour une compagnie différente. Surtout lorsque c'est un salaire faramineux. Il n'y a personne qui va dire non à ça. Là. Malheureusement, tout fonctionne à l'argent dans la société dans laquelle on vit. Je ne peux pas blâmer personne. Puis clairement, bon, Myles Garrett, c'était une stratégie de sa part. Hein, les gars, on s'en est rendu compte lorsqu'il avait dit je ne vais plus revêtir l'uniforme des Browns de Cleveland et tout. Finalement, il n'y a rien qui dit je t'aime comme des millions de dollars. Là, Myles Garrett, ben, il a décidé de rester à Cleveland. Puis pour répondre à l'autre question de Régis, c'est un choix à faire pour les joueurs. C'est ça. Est-ce que tu veux gagner ou est-ce que tu veux essayer de maximiser l'argent que tu peux faire durant ta carrière? Les carrières sont courtes dans le football, dans le sport professionnel en général. Ça, c'est un choix à faire. Clairement, Myles Garrett a choisi l'argent. Je ne peux pas le blâmer pour ça. Mais après ça, je ne veux pas l'entendre chialer au cours des prochaines années lorsque les Browns vont être mauvais, par contre.
Non, c'est ça. Écoute, se serrer la ceinture, ça aurait été une chose, mais se serrer la ceinture à Cleveland, quand les lois du football sont assez claires, hein, les Browns ne vont jamais gagner le Super Bowl et ne participeront pas au Super Bowl non plus. Donc, moi non plus, je peux pas le blâmer d'être allé chercher le magot là-dessus. Ceci étant dit, on est rendu loin, les boys, parce que des bluffs de joueurs, on en a déjà vu par le passé. Des négociations serrées, on en a déjà vu par le passé. Mais la lettre aux partisans, d'habitude, quand elle est publiée, c'est parce que le joueur veut partir pour vrai. Et là, Myles Garrett a un peu traversé cette ligne-là. Je suis curieux quand même de voir au cours des prochaines années, est-ce qu'on va en voir d'autres, là, des joueurs comme ça qui vont écrire une fameuse lettre d'adieu pour finalement ne jamais quitter les joueurs. Je parle évidemment au profil là, de Myles Garrett, super vedette. Donc, à suivre, mais écoute, comme toi, c'est difficile de le blâmer, mais maintenant, il n'a pas le droit de dire que son équipe manque de fonds pour se mettre des bons joueurs sous contrat. Il y a eu une augmentation de 30 millions de dollars sur le plafond salarial, puis Myles Garrett a décidé que cet argent-là, elle lui appartenait. Messieurs, la question des équipes qui, disons, se restructurent des contrats, les Chiefs, c'est un bon exemple avec Patrick Mahomes. Mhm. Même, on pourrait parler du nouveau contrat de Josh Allen, qui, selon moi, est quand même est structuré de façon à ce que les Bills vont pouvoir quand même naviguer, disons, avec des joueurs au cours des prochaines saisons. Je le rappelle, 330 millions pour les 5 prochaines saisons de Josh Allen. Puis, Josh Allen, on peut comprendre Buffalo de faire ça. Josh Allen, c'est le visage de la concession. Ça amène également des joueurs à signer à Buffalo parce que quel être humain voudrait aller jouer à Buffalo sinon si Josh Allen n'y est pas? Je pense que pour les Bills, c'est un investissement. Mais revenons à Myles Garrett. Je ne sais pas. Hein, je pense encore que c'est une occasion ratée de la part des Browns. On aurait peut-être dû l'échanger pour tenter vraiment une vraie reconstruction, pour tenter vraiment, dans 4 ou 5 ans, devenir une équipe extrêmement compétitive dans une division qui sera encore extrêmement compétitive. On en avait parlé lors des dernières semaines. Moi, j'étais d'avis que les Browns devaient saisir cette opportunité-là, afin d'échanger Garrett pour aller chercher des choix au repêchage et afin d'essayer d'améliorer cette équipe-là, parce que des choix au repêchage, il nous en manque à la suite de la transaction de Deshaun Watson. On continue de payer le prix. Mais en même temps, je me sens pas mal pour les Browns, en particulier en raison de leur propriétaire, Jimmy Haslam, parce que c'est lui qui tenait à tout prix à amener Deshaun Watson à Cleveland, malgré le Ouais. fait qu'il y avait une vingtaine de femmes qui ont porté des accusations contre Deshaun Watson au civil. Et malgré tout, lui, il a décidé d'en faire le visage de sa franchise. Je ne vais pas me sentir mal pour les Browns, définitivement pas. Mais pour en revenir à ce que Renaud a dit tout à l'heure, c'est vrai, hein, la lettre d'adieu aux partisans, habituellement, c'est un point de non-retour. Là. Je crois que ça doit être Ouais. la première fois dans toute l'histoire du sport professionnel qu'un joueur écrit une lettre aux partisans en leur disant adieu. Là, finalement, il reste avec l'organisation. Alors, chapeau à Myles Garrett. J'ai hâte de voir s'il y a d'autres jeux qui vont utiliser, s'il y a d'autres joueurs qui vont utiliser justement son cahier de jeu, là, qui vont utiliser les mêmes stratégies de Garrett. Parce que moi, je croyais vraiment qu'on n'allait plus le voir dans l'uniforme des Browns. Il a eu tout le monde. Il nous a eu. Il a floué tout le monde. Écoute, je l'ai dit pour les Jets tout à l'heure, c'est vrai pour les Browns aussi. Les Browns sont les Browns. Ils vont continuer d'être les Browns. Quand on parle de restructure de contrat, je pense que ça va également avec la qualité de l'organisation ou le respect que l'organisation voue à ses joueurs. Je pense qu'on prend les organisations historiquement comme les Patriots, on disait qu'on avait un rabais de Bill Belichick, ou on dit souvent on a le rabais Tomlin du côté de Pittsburgh, ou le rabais Mahomes a renégocié son contrat. Les Buccaneers aussi, on est respectueux envers les joueurs, on est solide également à tous les étages de l'état-major. Je pense que ça en dit long sur la qualité de l'organisation des Browns en ce moment. Pour ce qui est de restructurer ces choses-là, je pense que c'était un aparté que Régis voulait faire. Je pense que c'est vraiment une question d'organisation et de culture qu'on a implantée. Mhm. Ouais, mais Quand on encore a une fois, gagné moi, j'ai 2 Super jamais. Bowls en 3 ans, Ouais, c'est plus facile de Ouais, prendre des rabais. Là. ouais, non, exactement, ça, c'est très bien. exactement. C'est un bon point. Mais encore une fois, je n'ai jamais blâmé un joueur pour aller chercher le plus d'argent possible durant sa carrière. Non, non. C'est pas juste de s'assurer de son avenir, tu t'assures de l'avenir de tes enfants, de tes petits-enfants en plus. Mais c'est la réalité. Puis une chose que les gens doivent comprendre, c'est que pour les joueurs, c'est pas tous les joueurs pour qui remporter un Super Bowl, c'est une priorité. Ça, c'est la réalité. Il y en a, c'est justement de s'assurer de leur avenir, l'avenir de leurs enfants financièrement. Il y en a pour qui la priorité, c'est de se retrouver au temple de la renommée, de faire le plus d'argent. Euh,
Renaud parlait tout à l'heure de Devante Adams qui a dit ouvertement que lui, ses priorités, ce sont ses statistiques. Ben, c'est ça. Alors, on aime croire au conte de fées que tous les joueurs, pour eux, une priorité, c'est de soulever à bout de bras le trophée Vince Lombardi. Mais la priorité pour chaque joueur est différente. Exactement, exactement, messieurs. Les Eagles, maintenant, ont perdu, les champions du Super Bowl ont perdu beaucoup de plumes en défense au cours des dernières heures. Mm. Milton Williams est parti, Josh Sweat, TJ Garner-Johnson, Isaiah Rodgers et Darius Slay va être libéré aujourd'hui. Est-ce que les Eagles, Didier, vont représenter une aussi grande menace, spécialement en défense, en 2025? Ouais, écoute, moi, j'ai confiance en l'organisation des Eagles de Philadelphie. Tu sais, on vient de parler des Browns, hein? OK, organisation qui est tout croche depuis toujours. Ben là, on est complètement à l'opposé. OK, lorsqu'on parle des Eagles de Philadelphie. Pas juste parce qu'ils sont les champions en titre maintenant du Super Bowl, mais on sait qu'est-ce qu'on fait. Le DG, dont son nom m'échappe, Howie Roseman. Marc-André, son équipe, oui, Howie Harry Roseman. Roseman, voilà. J'ai confiance en Harry Roseman, je m'en fais pas. On a de la profondeur au sein de notre ligne défensive parce qu'année après année, on repêche les joueurs de ligne défensive. Donc oui, on a perdu Milton Williams, on a perdu Josh Sweat. Je ne suis pas inquiet là. On a déjà des bons joueurs qui sont là. Il ne faut pas oublier qu'au niveau du repêchage, autant au niveau des plaqueurs que des chasseurs de cartes, au niveau de la ligne défensive, c'est une des positions où il y a le plus de profondeur là, dans la QV qui s'en vient. Alors, on va avoir des chances, pas juste en première, mais en deuxième, troisième ronde, d'aller chercher des bons joueurs aux positions qu'on a perdues au sein du front de la défense des Eagles. Alors, moi, j'ai pleinement confiance en Harry Roseman. Il sait ce qu'il fait. Aucune inquiétude pour cette équipe-là non plus. On perd des morceaux à tous les ans, puis à tous les ans, on trouve le moyen de les remplacer. Tu sais, là, je pense que c'est clair, dans la tertiaire, il y a, oui, un trou qui se crée parce que Darius Slay et Isaiah Rodgers, c'est des gars qui offraient du bon football depuis quelques années maintenant aux Eagles. Sauf qu'en même temps, on le dit, puis j'ai l'impression de revenir au sac du corps à tous les ans, dire la même chose des Eagles. On repêche 1 an, des fois même 2 ans à l'avance à ces positions-là. Mm-hmm. Quinion Mitchell qui a fait du bon travail l'an dernier. Cooper DeJean qui a réussi une interception retournée pour un touché au Super Bowl et qui a connu une bonne saison aussi. Ben, c'est des gars qui vont juste prendre plus de coffres dans la tertiaire des Eagles. Mais on est prêt. Je pense pas que les départs vont faire si mal que ça du côté de Philadelphie. Puis rappelez-vous, il y a 1 an, Hassan Reddick a quitté. Puis Hassan Reddick a eu une saison monstrueuse de façon négative là, avec les Jets de New York cette année pour la portion de la saison où il a joué. Mais reste quand même que c'était un joueur extrêmement productif avec les Eagles et on n'a jamais parlé de son absence du côté de Philadelphie la saison dernière parce que justement, on avait d'autres gars capables de faire le boulot. Le départ qui m'aurait inquiété s'il y avait eu départ, c'était celui de Zach Bond parce que lui est arrivé comme une surprise l'an dernier et a vraiment bien fait. Mais on a réussi à manœuvrer au travers cette situation contractuelle-là chez les Eagles sans trop de difficultés. Donc, écoute, non, moi, Harry Roseman fait du bon travail. Je pense que présentement, c'est l'homme à battre là, comme directeur général. C'est le meilleur directeur général, selon moi, dans la NFL. Harry Roseman, messieurs, c'est le Gary Kasparov de la NFL. Ma référence d'échec est faite au sac du corps aujourd'hui. Ça pour vous dire qu'on prévoit toujours un coup d'avance du Allez côté chercher des ça Eagles. loin. Ouais. On va devoir signer Jordan Davis dans pas trop long. On va devoir signer Jalen Carter aussi bientôt. Donc, je pense Mhm. qu'on a fait vraiment des choix du côté des Eagles. On a Ouais. choisi Zach Bond. Puis comme Mm. je vois dans le même sens que Renault, Darius Slay veut pas, il avait ralenti, il était en fin de carrière. CJ Garner-Johnson a également passé la trentaine. Milton Williams, on peut se questionner. Il a signé un contrat monstre avec les Patriots, mais c'était seulement Ouais. peut-être 5 ou 6 matchs en fin de saison. Il a connu des éliminatoires exceptionnels, mais quand même, on peut se poser des questions. Bref, je pense que les Eagles vont être en santé, Didier, et on va vraiment adresser encore une fois la défense via le repêchage, selon moi. Oui, parce que c'est ce qui arrive. Hein. On ne peut pas garder tout le monde. Malgré le fait que le plafond salarial a augmenté de près de 30 millions de dollars, mais c'est ce qui arrive également lorsque tu remportes le Super Bowl. Là. Tes joueurs deviennent en demande. Tout le monde veut aller piger au sein de ton organisation, soit au niveau du groupe d'entraîneurs, des joueurs. Encore une fois, avec Howie Roseman aux commandes, au poste de DG, je ne crois pas que les partisans des Eagles doivent s'inquiéter. Non, exact. Puis même, je regarde un gars comme Josh Sweat, là, oui, c'est un bon allié défensif,
mais on peut pas dire qu'il était ultra productif. Il y avait une certaine constance depuis le début de sa carrière, mais c'est pas un gars qui allait te chercher 12 sacs du corps année après année. Donc, je pense qu'on avait des choix à faire du côté des Eagles. On s'est dit, on ne surpayera pas pour des joueurs qui sont au final remplaçables. Pas nécessairement qu'on a quelqu'un à l'intérieur pour prendre la place de Josh Sweat immédiatement, mais c'est un besoin qui peut être comblé au repêchage. Didier a parlé du fait que c'était une position de laquelle il y a beaucoup de profondeur lors du prochain encamp. Donc, non, moi, du côté de Philadelphie, j'ai entièrement confiance. Cette équipe-là euh, pourrait là, faire une autre run pour le Super Bowl dès 2025. Passons maintenant aux Bears, Didier. Je ne sais pas si c'est la présence de Ben Johnson qui a implanté un peu de sens dans cette organisation-là, mais après avoir fait des moves un peu flashy la saison dernière, on a repêché Ramon Nunze, on avait signé Keenan Allen, on avait signé DeAndre Swift via le marché des joueurs autonomes. On a enfin tenté ou essayé d'adresser notre plus grand besoin, c'est-à-dire la ligne à l'attaque. On a signé Joe Thuney des Chiefs de Kansas City, Jonah Johnson, le centre Drew Dalman. Il va nous manquer voyons, un bloqueur à gauche. On peut peut-être adresser ça via le repêchage du côté des Bears. Mais vraiment, Didier, enfin, on a compris du côté des Bears, ça prend une ligne à l'attaque pour protéger Caleb Williams. Tu as mentionné Ben Johnson. Ben Johnson arrive de Détroit. Comment les Lions ont construit leur équipe? Ça avait commencé avec les tranchées, en particulier la ligne à l'attaque. Les premiers repêchages là, du régime actuel là, des Lions de Détroit, on se dit, ah, ouais, c'est plate, on n'est pas allé chercher de receveurs, tout ça. On pêchait des joueurs de ligne à attaque, ligne défensive. Là, c'est ça qu'on est en train de reproduire du côté de Chicago. Avec l'arrivée, oui, de Ben Johnson. Moi, je vais donner le crédit parce que Ryan Poles nous a démontré lors des dernières années que lui, ben, il était capable de bâtir une équipe bonne sur papier pour le fantasy football. Mais lorsque tu arrivais pour jouer à Chicago dans la ville des vents, cette équipe-là ne pouvait pas fonctionner. OK, on a ignoré la ligne à attaque pendant longtemps, mais là, finalement, comme tu l'as mentionné, on a mis l'emphase au niveau de la ligne à l'attaque. C'est exactement ce que les Bears devaient faire pour bien encadrer Caleb Williams. Donc, il y a une amélioration au niveau du coaching pour notre jeune carrière. Il y a une amélioration au niveau de la ligne à l'attaque. Déjà, cette ligne à l'attaque-là devrait être beaucoup meilleure qu'elle ne l'a été. Pas juste là, depuis que Williams est là, mais souvenez-vous, lorsque Justin Fields était le carrière des Bears, la ligne à l'attaque était également pitoyable. Donc, tout ça sont des pas dans la bonne direction. Grady Jarrett, vétéran à la position de plaqueur. Bon, il est rendu âgé, mais malgré tout, dans la rotation, on ne va pas lui demander de jouer 60 jeux par match. Je pense que c'est un bon ajout. Non, j'aime ce que les Bears ont fait. C'est complètement à l'opposé de la saison morte dernière. Souvenez-vous, je vous avais averti. Hein? Moi, je n'avais jamais cru aux Bears de Chicago. La saison s'est déroulée finalement comme j'avais anticipé. Mais là, on a fait vraiment des pas dans la bonne direction en adressant des tranchées du côté de Chicago. Ouais, moi j'ai deux questions pour la ligne à l'attaque, en fait, pour ce qui est la suite des choses chez les Bears de Chicago. De un, qu'est-ce qu'on va faire avec l'extérieur de la ligne à l'attaque, donc les coins, parce que là, présentement, on parle, oui, de garde, on parle de centre, mais il y avait beaucoup de questions là, quant à la pression amenée par l'extérieur sur Caleb Williams lors de la prochaine saison. Donc, on a encore du temps pour adresser ça au repêchage, mais ça va être un dossier intéressant à suivre. Et l'autre chose, c'est est-ce qu'on va quand même continuer d'investir des choix sur l'intérieur de la ligne à l'attaque parce que, oui, on met des gars sous contrat, mais ce sont des gars qui en sont à un certain point dans leur carrière, qui ont quand même une certaine usure. Et surtout, ben, c'est des gars que leur équipe ont quand même accepté de laisser partir hein, plutôt que de leur offrir des contrats à moyen long terme ou des augmentations de salaire, peu importe. Et à chaque année, qu'est-ce qu'on dit quand on arrive à la date limite des transactions, par exemple, puis qu'on regarde une équipe qui n'a pas de bloqueur, puis on se dit ben pourquoi est-ce qu'elle bouge pas pour aller en chercher un? Parce que ces joueurs-là, ben, ils ne sont pas échangés. Sont rarement disponibles. Donc, pourquoi est-ce que ces joueurs-là se sont ramassés à être disponibles? Bon, dans le cas de Tunis, c'était une transaction, mais sinon, comme joueur autonome. Donc, soyons patients, attendons voir le mois de septembre là, avant de dire que la ligne à l'attaque des Bears va être efficace. Ceci étant dit, je vais leur donner une chose, elle ne pourra pas être pire que l'an dernier où elle était vraiment, mais vraiment monstrueuse. Les Commanders avaient beaucoup d'argent à dépenser lors de la période des joueurs autonomes cette année. En fait, ils ont signé Javon Kinlaw, mais on a vraiment acquis via une transaction d'Ebo Samuel plus tôt il y a quelques semaines. Mais la grosse transaction du côté des Commanders, c'est l'arrivée de Laramie Tunsil qu'on a acquis des Texans en retour de 4 choix. En fait, il y a eu une inversion de choix de quatrième ronde.
Mais Laramie Thompson débarque contre un choix de deuxième ronde en 2026, troisième ronde cette année et un choix de septième ronde également cette année. Laramie Thompson, est-ce que c'est une. En fait, est-ce que Jaden Daniels peut enfin se sentir en sécurité, Didier, avec Laramie Thompson qui va bloquer pour lui? Ouais, c'est une transaction qui a surpris bien des gens, hein, ça, que les Texans, ce soit des parties de Larry Thompson, parce que du côté des Texans, la protection ainsi que la ligne à l'attaque, on a eu beaucoup d'enduits l'année dernière. Mais Larry Thompson, pour avoir vu plusieurs matchs des Texans, n'a vraiment pas connu une bonne saison l'année dernière. Victime de plusieurs pénalités, il n'a pas joué à la hauteur de son talent. Puis là, une fois que la transaction a été effectuée, bon, là, il y a des rumeurs qui sont sorties du côté d'Houston comme quoi, bon, on questionnait son éthique de travail et tout. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. On dirait que ça ressemblait un peu à une campagne de salissage. Mais je pense que c'est une bonne acquisition pour les Commanders de Washington parce que, comme Renaud vient de dire, les bloqueurs à gauche, les bloqueurs, que ce soit des bloqueurs à gauche ou à droite, les bons bloqueurs, c'est rare qu'on les retrouve sur le marché des joueurs autonomes. Si tu veux en trouver des bons, soit tu dois compléter une transaction comme les Commanders ont fait, ou tu dois les repêcher et les développer toi-même. Alors là, du côté de Washington, au moins, on n'a plus à se poser la question. On a un bloqueur à gauche. La question de savoir quel Larry Thompson qu'on vient d'hériter. Est-ce que ça va être le Larry Thompson qui a connu une saison en montagne russe l'année dernière ou le joueur qui a été plus solide au cours de sa carrière? C'est comme Renaud l'a dit, il y a une raison pourquoi ces joueurs-là se retrouvent soit sur le marché des joueurs autonomes ou qui sont échangés comme Tunsil a été échangé. Alors peut-être qu'on va découvrir ça à Washington, mais pour l'instant, j'aime cette acquisition. Puis il ne faut pas oublier qu'on avait acquis également Deebo Samuel la semaine précédente. 19 pénalités l'année dernière, Laramie Thompson, ça avait mené la C'est NFL. énorme. Je te passe la POC, Renaud. Vas-y. Ouais, depuis quelques saisons, c'est un des joueurs de ligne à l'attaque, sinon là, qui est le plus souvent pris en position de hors-jeu. Donc ça, c'est sûr et certain que c'est un petit négatif dans son dossier, mais reste que il fait partie là, de cette liste des bloqueurs extrêmement efficaces qui, depuis quelques années, ont fait leur marque dans la NFL. Même si, bon, la saison dernière, c'est vrai que ça n'a pas été la meilleure des saisons, mais il n'avait pas d'une très bonne ligne à l'attaque pour l'accompagner là, chez les Texans de Houston. Maintenant, on avait dit la semaine dernière, quand on a parlé de la transaction de Deebo Samuel, que ça prenait beaucoup de l'aide aussi dans les tranchées pour Washington, que c'était pas un alignement sur papier digne d'une finale de conférence, même s'ils y ont participé la semaine dernière. Ben, cette addition-là, on peut pas chialer parce qu'elle va dans le sens de ce qu'on a dit. Ceci étant dit, pour moi, il n'y a pas, mis à part Kinla, même là, tu l'as mentionné, Marc-André, c'est une addition, là, disons, au potentiel limité. On n'a pas amélioré la défense du côté Washington. Aucunement. Et là, on dépense des choix, non pas nécessairement les choix avec la plus belle qualité, mais en termes de quantité. Puis on sait, au football, c'est important dans la NFL, la quantité de choix que tu as. Et là, au cours des 2 prochaines saisons, dans un alignement qui a des trous du côté de Washington, on va être limité dans nos sélections. Donc, on n'a pas le droit de se tromper au repêchage. On n'a pas le droit de faire des mauvaises sélections avec nos hauts choix dans les 2 prochains repêchages du côté de Washington. Oui, j'aime la transaction. Si par contre ça tourne au vinaigre du côté de Tunsil, de Deebo Samuel, il faut se rappeler de Marshawn Lattimore aussi l'an dernier, mais là, il va falloir se rappeler qu'on a mis beaucoup de choix sur ces gars-là et évidemment de l'argent qui est pris sur la masse salariale. Donc, on a intérêt à ce que ça fonctionne rapidement du côté de Washington. Puis je le rappelle, je l'ai dit la semaine dernière, la barre est haute pour cette équipe-là. Les attentes sont très élevées pour un alignement qui, selon moi, est limité là, à beaucoup de positions. Et si on regarde du point de vue des Texans également, je pense qu'on est un peu fâché de la tenue de la ligne à l'attaque l'année dernière, qui était tout simplement, c'était Ouais. une véritable passoire. Donc, je pense que Laramie Thompson est je pense qu'on a même, on a fait beaucoup de changements dans les derniers jours, Didier, du côté des Texans. Je pense qu'on veut revamper ça, on veut recommencer à zéro du côté des Texans. Et via le repêchage, ça peut être une solution potable pour eux. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, puis il ne faut pas oublier qu'on avait congédié également Bobby Slowick, hein? Oui, Le exact. coordinateur à l'attaque. Là, donc, de Miko Ryans qui est en train d'essayer de changer les choses à Houston. C'est encore tôt, mais pour l'instant, les Texans me laissent énormément sur mon appétit présentement. Là. Je ne suis pas convaincu. Au moment où on se parle, ils ne sont pas une équipe améliorée. Il reste encore du temps, bien sûr, à la saison morte, à repêchage et tout ça, mais ils ne sont pas une équipe améliorée. Puis juste pour en revenir à Washington, la mise sous contrat de Javon Kinlaw, l'ancien plaqueur des 49ers de San Francisco, ça a été un désastre à Washington.
à Washington. À San Francisco, il était supposé remplacer Mhm. DeForest Buckner. Il n'a vraiment pas livré la marchandise. Je me dis, rendu là, pourquoi on n'a pas gardé Jonathan Allen du côté des Ouais. Commanders? Alors, cette transaction-là, moi, non, je ne suis pas en faveur de ça. Là. Je trouve ça bizarre. Voilà, tant qu'à ça, garder Jonathan Allen. Complètement d'accord avec toi. Puis là, ça fait partie là, des trous qu'on parlait en défense pour les Commanders, mais là, tu parles peut-être d'un trou supplémentaire là, avec le départ d'Allen qui, oui, devait éventuellement être remplacé. On aurait dû penser à peut-être repêcher quelqu'un qui éventuellement allait prendre sa place, mais à court terme pour la saison 2025, une saison qui, je le rappelle encore, où il va y avoir beaucoup d'attentes pour Washington, on avait besoin d'un gars Mhm. comme Allen qui là va être du côté du Minnesota plutôt. Larry Thompson, les gars, deuxième plus petit pourcentage de pression allouée dans la NFL contre lui lors des 3 dernières saisons. Les deuxièmes dans la NFL derrière seulement Tristan Wirfs. Ce pourcentage est de 3,1 seulement. Donc, les statistiques suggèrent qu'il demeure quand même un bloqueur élite au sein du circuit. Oui. Passons maintenant aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui, eux, avaient de l'argent en masse à dépenser Ouais, et ils en ont dépensé de l'argent. Ils ont ça qui acquis, arrive quand tu n'as justement, on pas a de talent. c'est ça. Ben, ils ont acquis un peu de talent, Didier. Je te lance comme ça. Est-ce qu'on a acquis un peu plus de Mhm. talent du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre? Personnellement, Milton Williams, on ne sait pas trop, mais ça peut s'avérer une belle signature. J'aime également Robert Spillane et Carlton Davis également. Donc, est-ce qu'on a acquis du talent du côté des Patriots, Didier? Oui, définitivement, définitivement. Là. On s'est amélioré du côté des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il y a Harold Landry, chasseur de corps, anciennement des Titans du Tennessee, donc Mike Vrabel le connaît bien. Robert Spillane, l'ancien des Raiders, ça, c'est vraiment une bonne acquisition. Il n'a pas coûté cher. Et encore une fois, Renaud et moi, on voit les Raiders pratiquement toutes les semaines au NFL Red Zone, mais c'est un solide secondaire de ligne. Ça, j'aime ça, cette liste Ouais. sous contrat-là. Carlton Davis, à l'opposé de Christian Gonzalez, là, ça fait en sorte qu'on a un excellent duo de demi-coin. Morgan Moses, bon, pour moi, on ne vient pas de s'améliorer là, au niveau de notre ligne à l'attaque. Il était avec les Jets l'année dernière, ça n'a vraiment pas bien été. Il est âgé maintenant, je crois, de 34 ans. Alors ça, je comprends pas trop ça. Mike Collins, à la position de receveur de passe, bon, c'est un receveur quoi? Receveur numéro 3, numéro 4, mais tu en mesure quand même à l'occasion d'aller chercher des gros morceaux de terrain. Mais ça ne manque un receveur numéro 1 du côté des Patriots. On est amélioré clairement du côté de l'unité défensive. Ça doit être une priorité pour Mike Vrabel. Mais à l'attaque, apparemment, on aurait aimé ça. Peut-être compléter une transaction pour DK Metcalf. On a été capable de le faire, mais ça nous prend toujours une cible de choix afin de donner un coup de main à Drake May. Mais il faut améliorer notre ligne à l'attaque. Là. Morgan Moses, c'est pas suffisant. Là. Cette ligne à l'attaque-là était pitoyable. Donc, je dirais même, avant la position de receveur, il faut adresser la ligne à l'attaque d'abord et avant tout. Mais défensivement, j'aime les mises sous contrat, la majorité des mises sous contrat qu'on a fait là, du côté de la Nouvelle-Angleterre. Ben, on n'avait pas le choix de payer hein, si on voulait amener des gens du côté de la Nouvelle-Angleterre parce que c'est pas les succès de l'équipe qui allaient attirer les joueurs ou qui allaient imposer aux joueurs de prendre des rabais pour se sauver du côté de Foxborough. Question que je me pose du côté des Patriots, puis je fais un parallèle qui, vous me direz peut-être qui est boiteux, mais rappelez-vous en 2021 quand les Jaguars de Jacksonville ont repêché Trevor Lawrence et que là ils se sont mis à dépenser des gros sous, un peu trop de sous là, sur certains joueurs qui n'étaient pas nécessairement des joueurs vedettes, puis on se disait, ben, au moins, ça va rehausser le niveau de qualité de l'équipe, puis on va pouvoir en faire une équipe compétitive, donner quelque chose, de mettre de l'eau au moulin de Trevor Lawrence, et éventuellement, en attaque comme en défense là, pour l'équipe. Et finalement, bon, oui, il y a eu une participation éliminatoire, il y a même eu une victoire en éliminatoire contre les Chargers, mais règle générale, ça a été un échec jusqu'à maintenant, là, cette édition des Jaguars de Jacksonville qui, on les regarde aujourd'hui, ben, sont une équipe qui doivent encore reconstruire à ce jour. Donc là, la majorité des choix ont été concentrés sur la défense, des choix de joueurs autonomes, je parle bien sûr. Et en tant que tel, oui, c'est des joueurs que j'apprécie moi aussi. Puis certainement que les Patriots vont être meilleurs, plus compétitifs que l'an dernier. Et je suis pas le plus grand fan de repêcher des receveurs ou de mettre de se concentrer sur son groupe de receveurs. Mais chez les Patriots, pour être honnête, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. Je n'étais pas un fan de Mac Jones, mais la réalité est qu'on lui a jamais donné une cible de choix pour se développer chez les Patriots, alors qu'il y a eu un bon début de première saison, là, sa saison recrue.
Maintenant, on essaie de construire autour de Drake May, mais écoute, tu parlais de McCollins, qui est un receveur numéro 3 ou 4 dans une bonne équipe. Avec les Patriots, McCollins, j'ai l'impression qu'il va recevoir quand même sa part de ballon parce qu'il n'y en a pas de bons receveurs avec cette équipe-là. Donc, à suivre pour les Patriots. Ils seront meilleurs que l'an dernier, assurément. Est-ce qu'ils seront une bonne équipe de cette année? Je pense que non. Je pense qu'on Ouais, va, mais là, encore on une va fois, Vas-y, Didier. oh Non, non, mais je vas-y, pense qu'on va, Marc-André. on va compter sur la progression de Jalen Polk et des gars comme ça, et Javon Baker qu'on avait repêché l'année Ouais. dernière. Mais moi aussi, écoutez, je rafraîchis mes pages sans cesse. Il y a des rumeurs qui envoient Cooper Cup Ouais. avec les Patriots, entre autres. J'imagine, si la tendance se maintient, qu'il va signer lorsque le podcast va se terminer. Ah, Si on c'est se fie aux sûr. dernières C'est écrit semaines. dans le ciel. Ouais. Oui, exactement. Donc, oui, je pense que les Patriots devront assurément adresser la position de receveur encore une fois. Oui, mais avant receveur, ligne à l'attaque. OK, je le répète, Mhm. là, vous le savez, moi c'est ce que je prône parce que hey, Drake May s'est fait tabasser l'année dernière. Là. Ça ne peut pas être encore ça, là, sa deuxième année, parce qu'éventuellement, il va se blesser. Là. T'as un carrière talentueux qui semble être prometteur, faut commencer avec la ligne à attaque pour le protéger. Trouver des receveurs, peut-être des vétérans qui vont coûter moins cher. Il y a le repêchage, quoique ce n'est pas une grande cuvée de receveurs de passe, là, toutefois. Mais la ligne à attaque avant les receveurs. Il ne faut pas faire comme les Bears de Chicago, puis repêcher des receveurs de passe, signer des receveurs de passe, puis, et ne pas adresser la ligne à l'attaque, parce que sinon, ça peut virer au désastre, là, ça. Non, complètement. Écoute, on a toujours été d'accord là-dessus, Didier. Ça commence par les lignes défensives, ligne à l'attaque, puis celle des Patriots. Autant est-ce que pendant 20 ans, ils se sont fait une fierté de construire des lignes à l'attaque efficaces, puis de renouveler le personnel pour toujours être capable de garder ça à des prix raisonnables. Là, en ce moment, il y a une hécatombe du côté des Patriots. Il faut investir au repêchage. Puis j'aurais eu envie de dire qu'il fallait investir au marché des joueurs autonomes, mais visiblement, ça va attendre là, au repêchage pour la ligne à l'attaque des Pats. Messieurs, le temps file. Les Bengals de Cincinnati, messieurs, vous allez devoir m'éclairer sur les Bengals de Cincinnati parce que moi, je comprends plus rien. On donne beaucoup d'argent à 4 joueurs. On veut re-signer Trey Hendrickson. On donne l'argent à Joe Burrow. On a T. Higgins. On a Jamar Chase. Et là, on a des besoins criants en défense. On a de l'argent limité à dépenser. Et on Mhm. s'en va donner un contrat de 3 ans de 25,5 millions de dollars à Mike Gesicki avec 12 millions garantis. Qu'est-ce qui se passe, Didier? Ouais, ben, Joe Burrow voulait avoir Gesicki qui est, bon, qui est quand même un bon Ben joueur, là, mais ça ne devrait pas être la priorité. On s'entend là-dessus. Mais du côté des Bengals, puis c'est un peu la même chose du côté des Cowboys de Dallas, on attend quoi pour donner des prolongations de contrat? Parce que ça, c'est une des choses qui va leur faire mal. Parce que Chase, depuis l'année dernière, là, ça fait 1 an que lui, il réclame une prolongation de contrat. Plus tu attends, plus le prix monte. Puis en plus de ça, le DG des Bengals, au début du camp d'évaluation de la NFL, au début du combine, il avait dit que oui, on est prêt à faire de Jamar Chase le joueur le mieux payé de la NFL à l'extérieur de la position de carrière. Ben là, c'est du quoi? Le prix vient de monter parce que Myles Garrett a signé un nouveau contrat. Le prix vient de monter pour Trey Hendrickson. Puis là, il semble que les Bengals voudraient échanger Trey Hendrickson. Mais il est leur meilleur joueur en défense. On n'en a pas de défense du côté des Bengals de Cincinnati. Je sais qu'on a signé quelques joueurs. Mais bref, d'attendre trop longtemps afin de donner les prolongations de contrat, autant du côté des Bengals et des Cowboys, c'est en train de leur faire mal, ça. Ouais, on va donner quelque chose aux Bengals de Cincinnati. Ils dérogent pas de leur plan, hein, parce que ça fait des années qu'on le voit venir. Ce qu'on voit présentement, la défense qui est poreuse, qui perd des morceaux à tous les ans. On investit tout notre argent en attaque et même là, on n'est pas capable de mettre sous contrat à long terme Chase. On n'a pas mis sous contrat à long terme non plus T. Higgins. Je pense pas que personne s'attendait à le voir mis sous contrat à long terme, mais on y va avec l'étiquette qui coûte de franchise qui coûte encore plus cher cette année parce que ça fait 2 années de suite qu'on l'applique sur T. Higgins. Il y a la fondation va s'écraser éventuellement pour les Bengals. Puis je dis éventuellement, mais ça fait 2 ans qu'on rate les éliminatoires. Oui, il y a eu des blessures à Joe Burrow là, il y a 2 ans, mais reste quand même que c'est une équipe qui est mal construite. Je pense que si j'étais un partisan des Bengals ou si j'étais un dirigeant des Bengals, j'espérerais me réveiller un matin et qu'on me dise que tout ça est un rêve, que je peux revenir 3 ans à l'arrière et reprendre des décisions un peu différentes par rapport à mon alignement, parce qu'on dirait que cette équipe-là est condamnée à
être trop bonne pour aller dans les bas-fonds, mais surtout est condamnée à ne pas pouvoir atteindre les sommets à nouveau ou devoir espérer des parcours éliminatoires chanceux pour se rendre jusqu'au bout parce qu'il y a trop de lacunes. La défense est vraiment minable. Tu as parlé de Trey Jackson qui était leur meilleur joueur défensif. C'est leur seul bon joueur défensif, j'ai envie de te dire, chez les Mhm. Bengals de Cincinnati. Puis on peut même pas garantir qu'il va être de retour. Puis si on l'échange, on peut pas garantir que ça va être un énorme retour non plus. Donc, non, je suis vraiment content de ne pas être aux commandes de cette équipe-là parce que j'ai l'impression qu'on va se souvenir de cette ère des Bengals comme d'une ère qui aurait pu nous amener notre premier Super Bowl puis qui finalement a retourné en rond avec des joueurs vedettes. Et la signature de B.J. Hill me fait sourciller aussi. Est-ce qu'on prépare justement le départ de Trey Hendrickson? En tout cas, je comprends pas trop ce qui se passe du côté des Bengals, moi non plus. Non, c'est pas BJ Hill qui va remplacer Trent Rickson. On a Non. rapatrié ce Magic P. Ryan. Pourquoi? Pourquoi? Hey, Ouais. Sérieux, pourquoi? Donc, non, je ne sais pas ce qui se passe à Cincinnati, mais ça ne va pas dans la bonne direction. Comme Renaud vient de Non. le dire, ouais, il y a des fissures dans la fondation. Puis, en tout cas, je ne vois pas comment on va remédier à la situation afin de participer aux éliminatoires la saison prochaine. Est-ce qu'on parle de l'équipe de l'Amérique, messieurs, maintenant, les Cowboys de Dallas? Que font également les Cowboys de Dallas? Signature de Javonte Williams hier. Je pense pas que ça va révolutionner la Terre. Javonte Williams, je pense, est-ce qu'il va Non. finir par remplir? Il était rempli de promesses. Je pense que les blessures jouent beaucoup sur son potentiel en ce moment. Donc, j'ai bien hâte de voir. Mais que font les Cowboys de Didier et Renaud? Difficile de suivre Jerry Jones ces temps-ci, non? Ben, c'est un peu la même situation que les Bengals de Cincinnati. Premièrement, tu as le contrat de Dak Prescott. À chaque fois que je vois ça sur les réseaux sociaux, que ce soit des tweets ou sur Instagram, qui me rappellent que Dak Prescott est le carrière le mieux payé de la NFL. Déjà là, j'ai un problème avec ça. Mais comme je l'ai dit pour les Bengals de Cincinnati, on n'a pas réglé le dossier Michael Parsons. Puis là, ça va juste coûter encore plus cher, étant donné que Parsons est un des meilleurs chasseurs de cartes de la NFL. Myles Garrett vient de signer sa prolongation de contrat. Même, je crois que Parsons est allé d'un tweet une fois que Garrett, l'annonce du contrat de Garrett a été faite, parce que lui, il disait, hey, parfait, je vais gagner encore plus d'argent. Donc, ça va, c'est tout croche à Dallas. Puis là, souvenez-vous, à pareille date l'année dernière, on se disait la même chose. On avait signé pratiquement aucun joueur autonome. Là, c'est l'histoire qui se Ouais. répète là, du côté des Cowboys. On a quoi? On a re-signé notre spécialiste des longues remises et notre spécialiste des retours de beauté. OK, wow, tant mieux. Et C'est le ça qui va nous botteur. permettre vraiment de gagner un Super Bowl. Et le botteur en plus, bon, ben, au moins les unités spéciales devraient être bonnes, j'imagine. Ouais, écoute, all-in, hein, disait Jerry Jones l'an dernier, et là, ça s'applique encore à cette année. Pour une équipe des Cowboys qui, quand même, historiquement, ou du moins depuis que Jerry Jones est avec l'équipe depuis la fin des années 80, quand même une équipe qui avait la réputation de délier les cordons de la bourse là, au marché des joueurs autonomes. On n'avait pas peur de dépenser des millions. Mm. L'an dernier, on pouvait dire, ben là, on a tellement de contrats à renouveler avec Parsons, avec CeeDee Lamb, Dak Prescott et tout. Peut-être qu'on se positionnait à ce niveau-là du côté de Dallas, mais là, cette année, il n'y a vraiment pas d'excuses. Et comme vous venez de le mentionner, on a revampé même pas revampé, on a re-signé nos joueurs d'unité spéciale qui étaient déjà là la saison dernière. Donc, pas façon de dire que les Cowboys se sont améliorés au cours de la saison morte. Javonte Williams, on dit que, bon, finalement, ils ont ajouté un porteur de ballon, mais honnêtement, est-ce qu'il va faire mieux que ce qu'on a réussi à faire en fin de saison la saison dernière du côté des Cowboys de Dallas? Pas certain. Je suis pas à ce point-ci de sa carrière. Je suis pas nécessairement le plus grand partisan de Javonte Williams. Donc, non, pour moi, encore des points d'interrogation du côté des Cowboys. Une autre équipe qui a payé ses joueurs vedettes, qui a pas fait autre chose pour renouveler son alignement, qui n'était pas assez bon pour aspirer aux grands honneurs l'an dernier. Donc, pourquoi est-ce qu'il serait meilleur cette saison? Aucune idée. Messieurs, en terminant, je vous pose la question, qui sera le corps arrière partant des Giants en 2025? Présentement, je crois qu'il y a un seul corps arrière avec l'équipe, c'est Tommy Ouais. DeVito qu'on a signé. Alors, Didier, qui sera le corps arrière partant des Giants? Ça me semble être une recette pour un fiasco annoncé également Ah avec ouais, les Giants. ah ouais, ah ouais, ça va être un désastre. Ça va être un désastre. Premièrement, laisse-moi rafraîchir la page de mon ordinateur pour voir si d'un coup, là, est-ce qu'on a mis Non. Aaron Rodgers sous contrat? Non, il semble que non. OK, bon, ben, écoute.
Je pense pas qu'Aaron Rodgers va aller à New York. Ben, il est déjà à New York, vous allez me dire, là, dans l'autre côté du MetLife Ouais. Stadium, du côté des Jets de New York. Pour lui, il n'aurait pas à déménager. S'il signe avec les Giants, je crois que c'est le seul avantage de signer avec les Giants. Mais ouais, effectivement, ça va être un désastre. OK? Parce que même si là, OK, on complète une transaction où avec les Jets, où les Jets finissent par libérer Aaron Rodgers, qu'on met Aaron Rodgers sous contrat, cette équipe-là n'a pas de ligne à l'attaque, les gars. Imaginez-vous Aaron Rodgers derrière cette ligne à l'attaque. Là. Ça va être un désastre. OK? Il y a l'ancien des Giants de New York, Amari Cooper, ancien receveur de passe qui a gagné 2 Super Bowls avec les Giants, qui lui-même a dit en entrevue que les joueurs autonomes ne voulaient pas signer avec les Giants parce qu'ils voient les Giants comme un navire à la dérive. C'est exactement ça. On aurait dû faire le ménage, on aurait dû congédier Joe Shane, Brian Daboll. On s'en est parlé à la conclusion de la saison régulière. Ça va être un désastre, les Giants. Je ne vois pas comment cette équipe-là sera en mesure de redresser la barre afin qu'on ramène Joe Shane et Daboll la saison prochaine. Je ne vois aucun scénario possible pour que les Giants connaissent du succès. L'année prochaine, il va y avoir un nouveau DG et un nouvel entraîneur-chef en poche. Je pense qu'on peut déjà tirer cette conclusion-là. Est-ce que c'est moi qui est trop négatif, Renaud, Marc-André? Est-ce que c'est moi qui en met trop là, Alors, la là-dessus? prédiction pour le corps arrière, Didier, ta prédiction, qui sera le corps arrière en 2025? J'aimerais savoir. C'est ça ta question? Ouais. Écoute, ça va être genre un Kirk Cousins de ce monde, une fois que les Falcons vont libérer. Les Giants, là, je parle tout le temps du fameux jeu de la chaise musicale à position de carrière, mais ça va être les Giants qui vont se retrouver avec aucun carrière. Puis là, on va devoir, on va devoir se retrouver avec un Kirk Cousins de ce monde ou quelque chose comme ça. Pour répondre à ta question, Didier, non, je te trouve pas trop négatif. Moi, ça fait 2 ans que je pense que tout le monde va perdre son emploi du côté des Giants. À la fin de la dernière saison, j'y croyais. Je pouvais pas croire qu'on allait conserver. Après tout ce qui s'est passé, toutes les quotes qu'on a sorties à Hard Knocks, où ils ont eu tort sur toute la ligne, sur à peu près tout ce qui s'est passé dans leur propre organisation. Ouais, Saquon, mais Xavier McKinney aussi qu'on a laissé partir. Et on a donné à Darius Slayton le contrat qu'on devait donner à Saquon Barkley. Donc, non, il n'y a rien à comprendre avec cette organisation-là. Et pour répondre à ta question, Marc-André, le carrière des Giants sera le populaire John Doe, donc qui va faire un arrêt là, à New York cette année. Moi, je dis que le corps arrière des Giants, messieurs, ça va être Shedeur Sanders. Pour amorcer la saison 2025, on va aller chercher un vétéran pour l'épauler, un Joe Flacco. Et en tant que propriétaire de Malik Neighbors dans mes Keeper Fantasy, j'aimerais tellement ça voir Jameis débarquer. Tant qu'à pas être bon, tout aussi bien d'être spectaculaire et le fun à regarder. Fort divertissant en perdant. Ouais, exact. Ouais, je suis d'accord avec toi. Jameis à New York. Imagine-toi, on faisait Jameis dans le marché de New-Yorkais avec les médias. Non, ça serait tout un spectacle. Un désastre, mais ça serait divertissant. Voilà, messieurs, merci. Ça complète notre tour d'horizon des joueurs autonomes jusqu'ici. On s'en reparle peut-être la semaine prochaine. Didier, il va y avoir d'autres signatures, assurément, au cours des prochains jours. Oui, c'est ça. On a essayé de résumer le tout du mieux qu'on pouvait, mais il y a plusieurs formations dont on n'a pas parlé, plusieurs joueurs aussi. Alors, peut-être qu'on fera une deuxième partie, justement, de tout ça la semaine prochaine. Hey, Renaud, Marc-André, je vous remercie. Je remercie les gens qui ont téléchargé le podcast ou qui le regardent sur la chaîne YouTube. Puis on remercie également, bien sûr, Guillaume à la technique, sans qui rien ne serait possible. Passez une bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine.